Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes le président de la région Normandie, président des centristes également. On va d'abord parler du Covid avec votre casquette de président de région. Demain, le président de la République réunit un conseil de défense. Il y aura une conférence de presse du Premier ministre. Il y a plusieurs scénarios sur la table. Durcir le confinement, l'assouplir ou garder le statu quo. Qu'est-ce que vous souhaiteriez entendre demain? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Très clairement, je pense qu'on n'est malheureusement pas au bout de l'épreuve. Je pense qu'il faut malheureusement continuer, probablement procéder à un certain nombre d'ajustements pour que les règles soient mieux comprises. On a notamment eu tout le débat sur le petit commerce et la grande distribution. Alors, on va dans le détail, mais ajustement pour vous, c'est durcissement ou c'est assouplissement? Écoutez, moi, quand je fais mes courses, j'ai pas le sentiment de prendre le moindre risque que quand je vais chez mon boulanger ou quand je vais chez mon boucher. Bon, voilà, je pense que les petits commerces ont été d'une immense rigueur et qu'on est probablement plus en danger quand on est dans les rayons de la grande distribution. Alors, sur les commerces, par exemple, donc, vous dites, les commerces non essentiels qui ont été fermés, il faudrait les rouvrir? Je dis qu'il n'y a aucune raison de laisser les libraires, par exemple, fermés. Ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'on voit que la grande distribution commence à détourner les règles en mettant des points permettant d'acheter les livres et de les récupérer à la caisse. Donc, c'est pas illégal de faire du. Ouais, enfin, j'ai tout de même un certain nombre de témoignages qui démontrent qu'on sait détourner les règles, c'est quand même un grand sport français. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce sujet. Deuxièmement, il y a le sujet des établissements scolaires. Ouais. Les chiffres de Jean-Michel Blanquer sont totalement fantaisistes. Quand il indique qu'il y a 3500 contaminations par semaine, alors qu'il y en a 350 000 dans la population, si vous neutralisez les moins de 10 ans, ça fait à peu près 10% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a 35 000. Ça veut dire que ces chiffres ne reposent sur rien. Il y a au moins 10% des jeunes qui ont le Covid parce qu'ils sont au moins... on ne peut pas considérer qu'il y aurait chez les jeunes moins de personnes atteintes que sur le reste de la population. Vous en tirez, donc je dis qu'il faut, sur les établissements scolaires, desserrer les établissements, procéder de façon générale à des demi-classes, développer l'e-éducation, faire en sorte qu'on puisse avoir l'éducation à distance, faire en sorte qu'on puisse éventuellement avoir des classes hors les murs, toutes choses que je disais au mois d'août. Et donc ce que je crois, c'est qu'on a besoin très clairement d'alléger nos établissements scolaires, parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Quand vous dites alléger, qu'on comprenne bien, c'est pas alléger le protocole sanitaire, c'est alléger le nombre d'élèves, la présence. En réduisant la présence des élèves chaque jour. Je pense que ça, c'est un moyen de limiter la propagation du virus. Mais la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer, il s'est exprimé sur le lycée. Il dit on va donner la possibilité d'organiser des cours à distance, on va supprimer certaines épreuves communes en première et en terminale pour faire du contrôle continu. Vous voyez bien, tout ça n'a pas été anticipé. Il aurait fallu avoir cette discussion par établissement au mois d'août. Mais on dormait au mois d'août. On n'a pas du tout travaillé sur ces sujets-là. Il aurait fallu donner des consignes aux proviseurs en disant mettez en place un dispositif sur lequel on peut s'appuyer si le virus repart. On dormait, c'est le gouvernement ou c'est collectivement? Et donc, il fallait que dans chaque établissement, il y ait une discussion avec les collectivités locales permettant de voir comment on pouvait trouver éventuellement des espaces où on pouvait dédoubler les classes, en dehors du lycée, comment on pouvait aménager le transport scolaire, comment on pouvait aménager la restauration scolaire. Il n'y a pas eu de discussion sur tout ça? Non, il y a eu des discussions dans un dispositif extrêmement simple qui était tous les élèves sont scolarisés. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait au contraire dédoubler les classes et faire en sorte qu'on puisse avoir des classes où on pouvait au maximum respecter l'ensemble des règles en matière de sécurité sanitaire. Vous dites qu'il faut adapter, ce que vous venez de proposer est très clair. Un exemple. Il ne faut pas fermer en revanche, parce qu'il y a une question de savoir s'il faut fermer les lycées pour plusieurs semaines, pour que l'épidémie... Si on a déjà des classes qui sont dédoublées avec des effectifs de moitié, je pense qu'on aura déjà la capacité de pouvoir mieux respecter les règles sanitaires. Comment voulez-vous respecter les règles sanitaires dans les restaurants scolaires quand vous avez des effectifs aussi nombreux sur des plages horaires aussi courtes? Donc il y a ces sujets-là qui méritaient d'être traités. Je profite pour dire, il eût été aussi utile que l'Éducation nationale dote les établissements scolaires d'un certain nombre d'ordinateurs portables. Ce sont les collectivités locales qui l'ont fait. Mais c'est pas votre travail en même temps? Non, c'est le bout. On le fait parce que quand on face à l'État qui ne le fait pas, on se dit on va essayer de trouver un certain nombre de solutions. Donc je prends ma région, on a acheté 6 000 ordinateurs pour 4 millions d'euros parce qu'on avait constaté que lors de la première
du premier confinement, on avait très clairement une fracture numérique considérable. Une petite question encore sur les commerces. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous dites une librairie, ça ne me paraît pas extrêmement dangereux. On pourrait imaginer y aller. Est-ce que vous diriez la même chose pour les cinémas, les théâtres, les bars, les restaurants, qui ont eux aussi été fermés et qui eux aussi disent on aimerait pouvoir ouvrir? Non, mais très clairement, il faut qu'on soit raisonnable. Personne ne peut considérer qu'on va rouvrir des bars quand on voyait dans quelles conditions les choses s'effectuaient sur les terrasses des cafés à Paris quelques jours avant la décision de confinement. Tout le monde se souvient de ces images. Ça, cette décision-là, vous la soutenez? Il faut derrière ça que nous, l'ensemble des pouvoirs publics, on apporte un soutien financier massif à ces commerces qui sont en immense difficulté. On a des secteurs entiers qui sont dans des situations absolument de détresse absolue. L'État a fait un gros effort, les collectivités et les régions font un gros effort. Moi, j'ai quand même mis la bagatelle de 100 millions d'euros supplémentaires sur la table pour faire en sorte qu'on puisse bâtir des modèles permettant au maximum de commerces de résister. La question, ce n'est pas le rebond pour l'instant, c'est la résistance. C'est faire en sorte qu'on soit encore en vie au printemps prochain. Gérald Darmanin a aussi demandé aux préfets et aux forces de l'ordre de renforcer les contrôles pour s'assurer que les Français respectent bien ce confinement. Ça nous a tous frappé de voir que la situation du pays n'était pas la même. Est-ce que vous considérez qu'on était trop laxiste ces derniers jours dans l'application du confinement? Oui, mais sauf que Gérald Darmanin, il fixe une priorité par semaine à la police nationale. La lutte contre le terrorisme, c'est naturel. Il y a 15 jours ou 3 semaines, c'était la lutte contre l'insécurité dans les transports urbains. C'est la lutte contre l'immigration clandestine. C'est désormais les règles en matière de Covid. La police nationale ne peut pas avoir une priorité par semaine. Très clairement, il y a un moment, il y a une question simple, c'est il y a des effectifs, il y a un nombre de policiers sur le terrain. Donc c'est quand même un peu compliqué pour eux. Et donc c'est aux Français de se responsabiliser. C'est ce que je dis. On va revenir aux élections. Vous êtes président de région, je vous le disais tout à l'heure, candidat à votre propre succession en Normandie pour un scrutin qui est prévu en mars prochain. Je dis prévu parce qu'on a bien le sentiment que ça n'aura pas lieu en mars. Jean-Louis Debré doit rendre son rapport au Premier ministre vendredi. Beaucoup de vos confrères d'autres partis politiques disent qu'ils sentent qu'on va plutôt vers une date du mois de juin probablement. Quelle serait votre date de préférence? Écoutez, moi j'ai évoqué ce sujet avec Jean-Louis Debré, je crois lundi. Très clairement, je lui ai dit que ça me paraissait difficile d'avoir des élections en mars. Quand on est dans cette situation sanitaire, quand autant de nos compatriotes sont en situation de détresse, la crise économique pour certains, la crise sociale avec la montée du chômage, je pense que des élections en mars, ça n'a pas de sens. Ce serait pas sérieux de les faire quand nos compatriotes sont dans une telle difficulté. Et donc, je crois que la seule fenêtre de tir réelle, c'est la fin du mois de juin. On peut espérer que la crise sanitaire sera pour l'essentiel derrière nous. Et donc, pour moi, c'est au mois de juin. Mais il faut arrêter les plaisanteries qui sont désormais évoquées sur le retour du vote par correspondance ou ce genre de choses. Ah, pourtant, c'est d'anciens camarades à vous, centristes, ceux qui sont au Modem aujourd'hui, qui disent faudrait faire comme aux États-Unis, c'est une très bonne solution, ça marche très bien. On voit très bien à quel point ça marche super bien aux États-Unis. Oui, ça, en effet, c'est exactement. Ça crée du débat, mais vous, oui, c'est typiquement le bon exemple. Non, mais je voudrais simplement vous dire qu'il y a 2 tours aux élections régionales. Oui. Donc je voudrais simplement dire à ces parlementaires centristes qui évoquent l'idée du vote par correspondance, comment ils font pour le second tour? Parce que le matériel électoral arrive dans les boîtes à lettres le jeudi, le vendredi. Il faut que les Français aillent dans les bureaux de poste dans la journée de vendredi et avec des lettres qui arriveront avant le dépouillement. Déjà un sujet qui semble compliqué. Le second, je voudrais quand même rappeler qu'il peut y avoir éventuellement des centres de tri qui seraient en grève. Est-ce qu'on va faire en sorte que ces élections deviennent l'otage éventuellement de quelques grévistes qui décideraient de faire une espèce de grève de zèle démocratique? Très clairement, c'est pas sérieux. Tout le monde sait que le vote par correspondance, on peut appuyer quand on a des formations politiques un peu plus solides et avec des réseaux de militants un peu plus forts, on a les capacités d'aller chercher quelques bulletins supplémentaires ou quelques votes supplémentaires. Donc pour moi, la sincérité du scrutin, c'est pas le vote par correspondance. C'est pas non plus le clic par Internet. Le vote électronique. Aller voter, il faut garder le caractère sacré de l'expression démocratique. C'est pas simplement du click and collect quand on décide de voter. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faut en effet, il y a un sujet qui est la participation, mais la question de la participation, elle est liée à la crise démocratique
et à la défiance que nos compatriotes ont à l'égard du personnel politique. C'est un autre sujet. Et si l'épidémie continue, qu'elle est encore présente au mois de juin, voire au-delà, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi de ces élections régionales? Très clairement, il ne peut pas y avoir d'élections régionales après le mois de juin. Ouais. Au mois de septembre, parce qu'on sera trop proche de la présidentielle. On ferait campagne durant l'été, et puis il y a l'élection présidentielle 6 mois plus tard. Donc ça me paraît absolument impossible. Ça veut dire qu'il faut reporter ça à la fin 2022, au début 2023. Et vous seriez d'accord? Écoutez, moi je suis d'un naturel pragmatique. Ce sont des élections locales, ce ne sont pas des élections nationales. Je vous rappelle qu'en plus notre mandat a été réduit à 5 ans et 3 mois. Donc en clair, il n'y aurait qu'un an de plus. Est-ce que ça changerait fondamentalement la question démocratique si ces élections locales avaient lieu à la fin 2022 ou début 2023? Je pense que nos compatriotes n'y verraient pas un souci majeur. Alors, une bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a aujourd'hui, en début de semaine, on a eu l'annonce d'un possible vaccin. On va rester très prudent, mais c'est Pfizer et BioNTech qui nous disaient qu'ils avaient un vaccin efficace à 90%, selon les résultats préliminaires de la phase 3, qui est une phase assez avancée d'études. Hier, Yannick Jadot disait qu'il faudrait rendre le vaccin obligatoire quand il sera disponible. Est-ce que vous partagez ça? Non. Si on veut créer les conditions d'un débat, une confrontation supplémentaire dans le pays, on rend le vaccin obligatoire. Puis très franchement, je ne vois pas bien pourquoi on rendrait le vaccin obligatoire quand une partie de nos compatriotes, en quelque sorte, sont peu exposés au virus. J'entendais dernièrement un des innombrables médecins qui viennent sur vos plateaux expliquer qu'il y avait moins de 20 ou 30 morts, j'ai plus les chiffres exacts, chez les moins de 30 ans. Bon... pourquoi rendre obligatoire un vaccin et obliger une partie de la population, alors les plus fragiles, les plus âgés? Je vais vous dire, quand on a 59 ans comme moi, on ira assez naturellement se faire vacciner. Vous ferez vacciner? Vous savez, moi je me souviens m'être fait vacciner contre le H1N1. La fameuse grippe A. Quand j'étais ministre de la Défense. Quand Roselyne Bachelot était à la santé. Voilà. Parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait donner l'exemple aux armées. Et donc, le chef d'état-major m'avait dit ce serait une bonne idée si vous acceptiez de vous faire vacciner. Et donc, je m'étais fait vacciner. Et vous voyez, je suis encore en vie. Mais si les jeunes ne se font pas vacciner, ils peuvent quand même se retrouver dans une situation à risque. Oui, mais il y en a quand même globalement très peu. Je regardais hier les chiffres de l'ARS avec... par tranche d'âge en Normandie, il n'y avait pas un jeune de moins de 30 ans en réanimation. On va en venir aux autres sujets d'actualité. D'abord, le terrorisme, parce que le président de la République, hier, a participé à un mini-sommet par visioconférence avec l'Autriche, l'Allemagne, l'Union européenne, pour voir quelle peut être la réponse européenne. Il a eu des mots qui sont assez clairs. Pour lui, il y a un dévoiement du droit d'asile aujourd'hui en Europe. Il dit qu'il faut réformer Schengen en profondeur pour en faire un espace de sécurité. Est-ce que vous dites très bien, enfin on avance, ou est-ce que vous dites encore une parole en l'air et on entend ça à chaque fois? Écoutez, acceptons l'augure qu'il s'agit en effet du début d'une évolution d'un système qui très clairement connaît des failles, il faut le dire. On fait... trop peser sur les pays du Sud la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a la question des mineurs non accompagnés. Il y a la question du renvoi des règles sur le droit d'asile. Toutes ces questions-là méritent d'être posées. Mais quand on dit qu'il faut réformer Schengen, est-ce qu'il faut en sortir de Schengen? Si on finit par ne pas réussir à réformer Schengen, il faudra se poser cette question, à mon sens. Très clairement, on a, sur ces sujets-là, besoin d'évoluer vite. La chose est extrêmement simple. Si nous ne sommes pas capables de créer un arsenal juridique suffisamment solide et dur, appelons-le comme ça, sur ces questions-là, ce sont d'autres qui le feront à notre place. C'est-à-dire que moi, je préfère que ce soit des démocrates qui changent les règles et créent les conditions d'une vraie lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, même si tous les immigrés clandestins ne sont pas des terroristes, plutôt que de laisser d'autres le faire à ma place qui sont moins démocrates. C'est quand même ça le sujet. Marine Le Pen qui arrivera au pouvoir. Oui, Marine Le Pen ou d'autres. On est jour de commémoration, 11 novembre, aujourd'hui. Sur les sujets européens, vous, l'armée européenne, vous y êtes favorable? Non, absolument pas. D'ailleurs, les Allemands ont fermé la porte il y a une quinzaine de jours au discours d'Emmanuel Macron sur la construction d'une armée européenne. Comme vous le savez, je suis européen. Mais l'armée européenne, c'est quoi? Qui décide? Qui est le patron? Qui décide d'engager les forces? Personne ne le sait. Alors admettons que ce soit les chefs d'État et de gouvernement. Eh bien moi, je vous dis non, tout simplement. Quand il s'agit d'assurer la sécurité ultime des Français, ça doit être le peuple de France, par ses représentants, qui doit décider de l'usage de la force armée. C'est assez simple. Tous les pays européens ont démissionné. L'esprit de Munich règne
dans beaucoup de pays européens. Et face à ça, nous, on doit se protéger. Et se protéger, c'est garder la pleine et entière souveraineté sur la question de la défense. Ça peut rappeler un certain général de Gaulle. Emmanuel Macron lui a rendu hommage lundi. Aujourd'hui, c'est la panthénisation. Mais vous savez que, en quelques mots, sur la question... voyez de Gaulle en Macron? Non, absolument pas. Non, il n'y a pas de Gaulle en Macron. Emmanuel Macron est plus proche de Valéry Giscard d'Estaing dans sa capacité à s'être isolé durant son mandat. C'est plutôt ça. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir accepté l'invitation de LCI ce matin. L'interview politique revient demain à 8h15. En attendant, c'est à vous Marie-Aline, ça donne le ton sur LCI. Bonjour Adrien.